le vrai Olivier Marchal, enfin celui qui s'admire, hein, c'est celui qui écrit en fait, et qui commence à 5h du matin et qui finit à 19h. Après, il y a celui avec lequel les gens aiment bien être, c'est celui qui commence à 19h, qui commence à picoler, à faire le con, à être rigolo, parce que je pense être rigolo, et celui que j'aime bien, et celui que j'aime bien être aussi. Voilà. Et entre les deux, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. C'est là mon problème. En pleine conversation téléphonique au sujet de son prochain film, Olivier Marchal m'ouvre la porte de son appartement parisien pour évoquer Pax Massilia, sa nouvelle série disponible depuis le 6 décembre sur Netflix. Si dès les premières séquences, la patte du cinéaste est immédiatement identifiable avec une langue, un esthétisme, des héros et surtout leur précipice, l'homme, en revanche, brouille les pistes depuis 65 ans. Travailleur infatigable le jour et oiseau de nuit, père de famille nombreuse mais inconsolable quant à l'avenir du monde, rigoureux et excessif, difficile de sonder les abîmes de cet ancien flic de l'ombre, aujourd'hui passé dans la lumière. La conversation commence dans son salon éclairé en clair-obscur, et si c'était un premier indice. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Bonjour Olivier Marchal. Bonjour Isabelle. Pax Massilia, c'est disponible depuis le 6 décembre sur Netflix. Ouais. Si je te dis que dès les premiers plans, donc on rentre dans la maison d'Olivier Marchal avec une lumière, avec une langue, un verbe, avec donc des hommes et des précipices, qu'est-ce que tu rajouterais pour compléter ce tableau ? Très spontanément. Non, ce que je rajouterais, c'est la ville de Marseille. Enfin, l'ambiance. Voilà, Marseille est une ville qui transpire quelque chose de. Il y a une animalité. Il y a. Voilà, en tout cas, je ne pouvais pas voir cette série ailleurs qu'à Marseille. Moi, j'adore cette ville. Alors après, on peut reprocher. Évidemment de représenter Marseille sous le sigle de la violence et tout, mais la violence pour moi elle est partout dans le monde, donc autant la filmer dans un cadre magnifique comme celui de Marseille. Après, le début de la série, c'est inscrit dans mes codes, voilà, c'est des gueules, des silences, une action qu'on n'attend pas, et puis après voilà, des hommes qui vont plonger vers le néant. Exactement. Voilà. Mais c'est marrant quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu t'excuses. Bah oui, c'est mes codes. Bah oui, comme tu disais tout à l'heure, Melville aussi il avait des codes, mais il le vivait plutôt bien, non ? Oh, c'est très gentil de me comparer à Melville, mais parfois, tu sais, peut-être que les gens peuvent se lasser de l'ultra-violence, de l'hyper-violence, mais aussi il faut savoir que c'était une série qui était destinée à la plateforme Netflix, et que maintenant les plateformes ils ont des publics avertis, qui sont fidèles et qui demandent qui demandent à avoir certaines choses, et il faut leur fournir la violence, l'adrénaline. On le sait, voilà, c'est marqué sexe, drogue, violence et tout. Bon, moi du sexe, il y en a pas trop parce que j'aime pas le filmer, mais c'est vrai que la violence, elle est inhérente au genre policier, et que je ne pense pas être plus violent dans cette série que ce que n'est le monde aujourd'hui, quoi. Voilà, j'ai pas de jugement en fait. C'est-à-dire que je ne ferai jamais un film sur un voyou déviant, enfin un voyou, c'est pas un voyou, c'est un criminel. Moi, je fais des films sur des voyous, des gros voyous, ça veut dire sur le grand banditisme, sur les braqueurs, sur des mecs comme ça. Mais la petite touch, la petite crasse, le petit cafard. Ça m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse aux voyous, en fait, aux criminels qui ont de la superbe, comme j'ai dit.
est-ce que tu me permets, est-ce que on peut rentrer un peu en cuisine? Oui. Je voudrais savoir, puisque tu en es le co-réalisateur, mais l'auteur de cette série, comment ça se passe quand tu écris? De quoi tu as besoin? Comment les gens peuvent t'imaginer en train d'écrire? Ouh là là, alors, d'abord, là, sur cette série, en l'occurrence, c'est Kamel Gamera qui a créé, enfin, à partir de Bronx, qui a écrit 6 premiers épisodes. Après, il y avait beaucoup d'action, et c'est normal. Kamel, qui a beaucoup de talent. Sont des jeunes qui ont été un peu vaccinés aux séries d'action, au Marvel, et tout. Et donc, je lui ai assez rapidement dit que c'était juste le budget de son premier épisode était le budget de la série entière. C'est le seul moment où je ne pense pas, c'est-à-dire je ne pense qu'à ce que j'écris. Donc ça veut dire que je suis tellement concentré que ça m'évite de penser au reste. C'est-à-dire à moi, à mes emmerdes, à mes défauts, à ma vie, à mes ratages, à tout ce que je me reproche, à toutes mes zones d'ombre, ma chère Isabelle. Les zones de lumière étant juste, je pense, elle est très très bien, tu vois. Putain, je te l'offre. Putain, c'est très très beau coup franc en lucarne d'Isabelle d'ombre. Ouais. Et non, mais c'est. Mais tu utilises, je veux dire, tu vas dans des endroits particuliers. J'écris. En fait, il faut que je sois tout seul et que je me désociabilise complètement. C'est-à-dire que je ne sors pas. J'arrête la fête, j'arrête la picole, j'arrête. Il y a des gens comme Ernest Hemingway qui est un de mes grands idoles qui lui buvait de 8h du matin à 20h. Il mettait un réveil à 20h pour s'arrêter de boire du rhum pour pouvoir dormir. Et donc moi je ne peux pas écrire et boire et écrire en tout cas. Et en tout cas j'ai besoin d'être sobre. Donc c'est-à-dire que les moments où je travaille en fait m'empêchent d'être totalement alcoolique. Même si donc comme j'écris, je joue, je ne bois pas quand je joue, je ne bois pas quand j'écris, je ne bois pas quand je réalise. Après le soir j'ai mes moments d'errance. Évidemment la nuit me faisant peur comme à beaucoup de gens. Et surtout, la nuit, pour moi, amène soit la fête, soit la solitude. Voilà. Maintenant, j'arrive à lire, à regarder des films, à dormir et tout, parce que je n'écris jamais la nuit. J'écris. Ah, t'écris pas. Pourtant, t'es un homme de la nuit. T'es plutôt un oiseau de nuit, mais la nuit, c'est la nuit, c'est la fête. Moi. La nuit, c'est juste l'abandon de la journée. C'est-à-dire, dans la nuit, on s'oublie. Et en fait, moi, j'écris très bien de 5h du matin à midi. Et après, je fais une petite pause d'une demi-heure et puis j'écris l'après-midi jusqu'à 18, 19h, 20h parfois. Et après, voilà. Et après tu passes à autre chose. Après, j'aime la solitude j'aime la solitude que procure l'écriture. Parce que vraiment, c'est là où en fait, très bizarrement, les gens me perçoivent comme un bon vivant. Je suis un épicurien, tout le monde le sait, tout le monde m'a vu plein, bourré, faire le con, à rigoler, tout ça et tout. Et en fait, je crois que je ne suis moi-même que quand j'écris. Ça veut dire, c'est là où je suis moi-même. C'est-à-dire, en fait, très sobre, très concentré et très avec une envie profonde de m'instruire et de me cultiver. Donc l'écriture me permet aussi d'aller chercher des trucs sur internet, d'apprendre des choses. Là, je suis en train d'adapter un roman une pièce de théâtre de Dan Fanté. J'apprends plein de choses et en fait, c'est là où je me sens en fait le vrai Olivier Marchal. Enfin, celui qui s'admire, c'est celui qui écrit, en fait, et qui commence à 5h du matin et qui finit à 19h. Après, il y a celui avec lequel les gens aiment bien être. Ouais. C'est celui qui commence à 19h, qui commence à picoler, à faire le con, à être rigolo, parce que je pense être rigolo. Et celui que j'aime bien, être aussi. Voilà. Et entre les deux, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. C'est là mon problème.
C'est joli ça ou pas? C'est parfait. Franchement, t'es parfait. On va pas le résoudre tout de suite, ton problème, mais au moins il est posé. C'est déjà une une première marche. Et pareil, pour essayer de comprendre la façon que tu as d'écrire, est-ce que par exemple, je prends l'exemple de Pax Massilia, quand tu écris cette série, est-ce que tu t'identifies à un personnage en particulier ou pas? Comment tu fais que cette vérité de l'homme, elle passe dans tous les personnages? Tu la prends en toi? Tu t'en inspires comment? Tu la puises où? Dans tous mes personnages, même les personnages féminins, il y a quelque chose de moi. Après, là, Pax, les personnages étaient déjà posés par Kamel Gemra et sa petite équipe d'auteurs. Ils m'en voudront pas, ils sont 3, c'est des minots qui ont fait un super boulot. Alors on l'a fait il y a 1 an, donc déjà, donc c'est compliqué pour moi. Et mais là, par exemple, le long métrage que je viens de terminer et que je vais réaliser là à partir de mars, le personnage principal, c'est moi quand j'étais jeune flic à 30 ans, et il y a un autre personnage auquel il est confronté qui serait moi si j'étais resté flic. Voilà. Donc c'est pour ça que ça sonne juste et vrai. Il y a un peu des deux dans chacun des personnages. Alors ce film, puisque tu l'as déjà abordé tout à l'heure, parlons-en maintenant. Alors c'est quoi? Ça s'appelle Bastion 36. En fait, voilà, j'ai eu comment tourner un peu. On avait plein de projets avec des choses. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire des longs métrages à gros budget, on parle surtout des films de genre. Enfin, voilà, comme 36 qui est les Orfèvres était sorti en novembre 2004. J'ai eu une illumination. Je me suis dit mais on va être en novembre 2024, ça serait vachement bien de faire une suite à 36 20 ans plus tard. Un peu comme Alexandre Dumas avec les 3 Mousquetaires, le mec qui se compare à Alexandre Dumas. On a peur de rien. Non. Le seul point commun que je puisse avoir avec Alexandre Dumas, c'est il était marqué sur sa propriété, j'aime qui m'aime. Et en fait, voilà, moi je triche pas, j'aime qui m'aime. Après, si on m'aime pas, j'aime pas. Mais je fais pas les choses pour qu'on m'aime, mais j'aime les gens qui m'aiment ça au moins c'est simple. Oui, parce que je crois que c'est la base en fait. On peut passer du coup à la prochaine question, Olivier Marchal, qui me taraude. Question à combien? Ça dépend de ta réponse, en fait. En fait, la valeur de ma question se juge à la hauteur de ta réponse. Joli. Transfert de lumière, la vache. Transfert de responsabilité, ça s'appelle. Non, il y a un truc qui vraiment, je me dis, parce que là, tu enchaînes les projets, c'est extrêmement impressionnant. D'où elle vient cette inspiration? Ça veut dire quand toi t'as 1000 histoires, voilà. Et si on devait passer, tu vois, une IRM de ton cerveau, il y a plein de petits bouts d'histoire partout. Raconte-moi. C'est tout mon problème parce qu'en fait, je ne vis qu'à travers ça. C'est-à-dire, je ne vis qu'à travers ce que je transpose. Le passé, moi, je le zappe complet. Le présent ne m'intéresse pas trop parce que voilà, je vis. Et moi, je pense toujours à demain. Donc, c'est demain qui me fait vivre, en fait, parce que j'espère toujours que les lendemains vont être meilleurs que les avant-hier. Et que les hier et que les aujourd'hui. Et en fait, je me dis, là je vieillis, tu vois, j'ai 65 ans. Je me dis, ma vie est passée. C'est un lieu commun de dire ça à tous les vieux, tous les mecs qui atteignent la soixantaine, et toutes les femmes et tous les hommes le disent, mais c'est c'est passé comme un flambeau qui s'éteint, comme dirait Dan Fanté. Mais en fait, là, en ce moment, je suis en train de remanier mon polar. Je fais des modifications sur le scénario. J'adapte une pièce de Dan Fanté. J'ai commencé à écrire un western. Je me suis attaqué à une histoire. J'ai revu Green Book là l'autre jour, qui est un chef-d'œuvre, et je me suis dit tiens, ça serait vachement bien de faire ça, une histoire comme ça entre un flic et une chanteuse ou une comédienne
transposer cette histoire entre deux personnes comme ça qui ont rien à voir et qui sont donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai un projet sur le Paris des années 50, la montée du gangstérisme dans les années 50, faire une espèce de clin d'œil à Audiard et à tous ces films de Gabin, de Ventura, du Grisby. C'est ça ton étincelle en fait, c'est ça. Oui, mais t'as plein de petites étincelles dans la tête en fait. C'est ça le truc. Ouais. Après, quand il y en a une qui prend le dessus, je me concentre là. Là, je suis concentré sur mon film évidemment, mais j'ai déjà plein de films. Moi, j'ai 10 films qui sont commencés. J'ai 10 scénarios de commencer. Je comprends. Et après, il y en a un qui prend le dessus. D'accord. C'est un matin, je dis, bon, mais c'est celui-là. D'accord. Mais j'ai besoin de lancer, de mettre plein de casseroles à bouillir, avant d'en servir une à table, quoi. Voilà. L'image est efficace. Juste, tu parles d'une suite de 36, tu reprendrais la même distrib de Pardieu Auteuil ? Non, parce que malheureusement, je l'aurais reprise avec plaisir, mais en fait, c'est une suite, mais bon, d'abord, voilà, Daniel aujourd'hui, je vois pas ce qu'il reviendrait faire là-dedans. Après, le personnage de Depardieu, il est mort. Il y a d'autres personnages qui sont morts, et ça veut dire c'est privilégier un personnage. Daniel aujourd'hui, voilà, il peut plus être flic de toute façon dans l'histoire, donc il faudrait réinventer. Voilà, en fait, c'est le 36 qui est devenu le personnage. C'est 36 20 ans plus tard. Okay. Donc ça s'appelle Bastion 36. Et en fait, j'ai gardé le principe du premier, c'est-à-dire ces deux personnalités de flics qui s'opposent, avec au milieu une histoire de tueur de flics. Voilà. Très bien. C'est le synopsis. Parfait. On attend ça. Parmi les 12 000 projets dont tu viens de nous parler. Alors, puisqu'on parle de flics, puisque c'est totalement lié à ta vie, à ton histoire, à ton passé, j'ai une petite question Sigmund pour toi. Sigmund Freud. Tu vois ? Est-ce que définitivement tu restes en fait un flic convalescent qui pense ses plaies en faisant du cinéma? Voilà. Ah là, c'est Sigmund. Mais oui. Alors, j'ai de l'ambition, moi, monsieur. Alors, oui, mais alors, du coup, il faudrait qu'on ait 3 heures d'émission, parce qu'il va falloir que je m'allonge un petit peu pour répondre à cette question. Oui, je pense être, en fait, je suis un homme convalescent. Déjà, c'est-à-dire que il y a le flic, mais il y a l'homme aussi avec toutes les erreurs que j'ai faites. Je regrette pas d'avoir changé de vie, de professionnel. Après, l'homme que je suis ne s'admire pas parce que pour plein de raisons. Voilà, T'as peut-être pas été éduqué pour ça, pour t'admirer aussi. Non, mais c'est pas de la fausse humilité, c'est rien, c'est voilà, je me connais quoi, je connais mes défauts, je connais mes déviances, je connais mes dérapages, je suis pas très fier non plus de plein de choses dans ma vie personnelle. Après, je suis quelqu'un d'honnête, de travailleur, de consciencieux, je suis fidèle en amitié. Je pense, je suis généreux et attentif à plein de choses. Après, je suis évidemment, j'ai mes défauts. Là, j'ai parlé que des qualités. C'est parce que. Mais est-ce que tu te sens, parce qu'on en a parlé une fois et c'était extrêmement violent, des choses que tu as vues, que tu as traversées, notamment qui étaient dans MR et tout. Oui. Ça. On est toujours en convalescence de ça. Oui, toujours. Et oui, toujours. Mais ça, personne ne te guérira. Et le cinéma, justement, le fait de projeter la police telle que tu l'avais voulu et tout ça, ça aide à partager avec les autres. Ouais. Après, c'est pour ça aussi que je suis parfois assez virulent dans ma défense sur les flics et tout, quand je vois des idiots et puis surtout des petits marquis d'une certaine presse. Tu les aimes bien, ceux-là? Ouais, je les adore. Et certains acteurs, actrices qui sont dans la souffrance de ce métier, qui sont dans la démonstration absolue, qui se permettent de critiquer les flics. Oui, là, je pars en vrille tout de suite. Ouais.
parce que j'ai dit, vous n'avez pas vécu le 10e, du 1000e, du 10 millième, du 100 millième de ce qu'on a vécu. On est en fait, on est entouré de trouillards. Et en fait, les trouillards, ils existent dans le, voilà, ils sont dans l'opportunisme, dans la provoque, dans cette petite provoque parisienne, tu sais, ils s'insurgent, dans leurs petits costumes étriqués et dans leurs petites robes bien moulées, des Césars et tout ça. Et tout ça, moi, me fait un peu dégueuler, quoi. Ma récompense, c'est le public, moi. Et je sais que je continue à faire des films parce que mes films marchent. Et je sais très bien que le jour où je vais me planter, tout va s'arrêter. C'est vrai, tu penses vraiment ça? Oui, je le pense. Tu crois pas en la fidélité mais des sauf gens? que de certaines personnes, si, Gaumont. Non, je parlais du public, là. Non, le public. Non, mais quand je dis tout va s'arrêter, les gens qui vont me permettre de faire des films, c'est pas le public. Le public, le public, il se manifeste. Moi, j'ai affaire à des gens, ils me disent, j'ai préféré ça, c'est pas terrible. Et moi, j'adore parce que, en plus, je leur donne raison parce que souvent, voilà, on n'a pas fait, personne n'est à l'abri. Enfin, je regardais encore un film de Sidney Lumet hier, totalement raté. Moi, Sidney Lumet, c'est un de mes metteurs en scène fétiches auquel j'ai rendu hommage au Festival de Deauville. Voilà, j'ai regardé Le Crime de l'Orient Express hier soir. J'ai dit au secours, c'est pas Sidney Lumet, mais on a tous droit à des ratages. Voilà, je le cite lui parce que c'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer et j'en ai pleuré, quoi, parce que on a eu un échange merveilleux. Et voilà, De Niro, Pacino n'ont pas fait non plus que des chefs-d'œuvre, mais ils en ont fait énormément. Donc déjà, la tendance est plutôt flatteuse. T'as raison. La tendance est flatteuse. Tu vois, voilà, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri de se planter. Après, je crois qu'on a une cote d'affection du public. Moi, je pense que le public, il m'aime bien parce que je leur ressemble. Tout simplement, tu vois, je voyais un reportage sur Yves Montand hier sur Arte. Voilà, c'était un peu le chanteur prolo qui chantait les chansons pour les ouvriers au départ et tout, après qui est devenu une star. Enfin, je me compare pas à Montand, attention. Hein. Je t'ai jamais entendu chanter, mais non, il vaut mieux pas. On peut essayer en fin d'émission. Mais voilà, c'est moi, j'aime Gabin parce que j'avais envie que, voilà, Gabin, il ressemblait à mon père. Ventura, j'avais envie que ça soit mon oncle. J'avais envie d'être Delon et j'avais envie que Belmondo soit mon pote, mon meilleur pote. Aujourd'hui, effectivement, bon, c'est pas Gabin, c'est pas Delon, etc. Mais tu as quand même, tu t'es quand même projeté dans une famille. Tu as quand même créé une famille. Tu as créé une fidélité avec certains comédiens que tu admirais. Oui, bien sûr. Là, quand même, t'as atteint un truc dont tu avais envie quand tu étais petit, non? Oui, bien sûr, mais j'aurais aimé que la plupart soient consacrés par rapport à tous ceux qui le sont. Voilà, tu vois, et je pense que là, je suis sincère, je pense que beaucoup d'acteurs, je parle pas de Auteuil, Depardieu, Lanvin, Anglade, qui étaient déjà des grosses vedettes quand j'ai tourné avec eux, du Solier et tout ça. Mais je pense que toute ma bande là paye le fait qu'on soit de cette famille-là. On dérange parce qu'on est des proles. On fait pas partie, on va pas aux soirées, on en a rien à foutre. On en est encore là, Olivier? Je te le signe et je te le sursigne, ça. Alors je vais te dire, et ça c'est ma grande tristesse. Voilà, moi je suis tellement touché quand j'ai un petit livreur un mec de Deliveroo qui s'arrête encore aujourd'hui sur le trottoir et qui me dit monsieur, MR73 c'est mon film préféré. Ben, j'ai payé 7 fois la place. Non, mais t'as des petits mecs qui sont Deliveroo qui me disent encore ça aujourd'hui. Il y en a un petit là qui s'est arrêté il y a quelques années qui me dit j'ai payé 7 fois ma place, monsieur, je l'ai vu 7 fois dans la semaine. Moi, il m'a foutu les larmes aux yeux, ce mec-là.
certains, je vais pas parler de certains magazines qui me haïssent depuis le début, parce que moi je n'ai pas fait d'école de cinéma, je suis un ancien flic, ancien acteur télé, de série, comment dirais-je, tu rentres pas dans le moule, c'est-à-dire je rentre pas dans le moule, et puis surtout je rassemble toutes les tares. Mais comme le me disait mon ami Georges Lautner, j'ai eu la chance, moi, contrairement à eux, parce que Georges Lautner, évidemment, pour eux, ça devait être, c'était le représentant de la beaufrie totale. Il a fait quand même que 60 millions d'entrées dans sa vie, dans sa carrière. Georges, il était très malheureux de n'avoir jamais eu une seule récompense, même juste avant de mourir. Il me disait, mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur. Et il me disait, avec son petit cheveu sur la langue, il me disait, tu sais, Olive, les critiques, c'est ceux qui se branlent et qui nous regardent baiser. Et donc, voilà. Donc, moi, je dis, continuez à vous branler et puis laissez-nous baiser. Exactement. Et on est très bien. Je suis désolé s'il y a de Lautner, c'est pas de moi. Non, mais voilà. Ce podcast est pas interdit au moins. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez joli de la part de Georges, qui était quand même un grand monsieur d'une générosité incroyable. Après, moi, j'ai fondé ma famille à moi, mon c'est clan. C'est là-dessus que je t'avais branché d'ailleurs. Et j'ai surtout des gens qui me suivent. Voilà. Le public que je remercie à chaque fois, parce que c'est grâce à lui, que ce soit d'ailleurs, tu vois, je tourne dans tous les quartiers. Moi, je suis un des rares, je pense, qui peut tourner dans les quartiers à Marseille. Les mecs, moi, je suis pote avec les mecs des quartiers nord, je suis pote avec des voyous, je suis pote avec des flics. C'est-à-dire que tu vois, même les voyous, il pourrait se dire, putain, l'autre est ancien flic et tout. Ouais. J'ai que des bons rapports, parce que je suis respectueux des gens, et je pense en fait, on se ressemble beaucoup, et qu'on n'a pas eu les mêmes codes d'éducation, on n'a pas eu les mêmes chances. Mais en fait, flic et voyou, on se ressemble beaucoup, parce que c'est l'adrénaline, c'est un choix de vie marginal, et machin. Après, j'ai le public avec moi, et j'ai aussi des gens dans cette profession. Voilà. Heureusement, la Maison Gaumont, et mes producteurs aujourd'hui, voilà, Marc Vallée, Guillaume Colboc, Gaumont, Sidonie Dumas, toute cette bande. Et puis il y a eu Cyril Colbeau-Justin qui est mort, qui était mon ami, qui a produit quasiment tous mes films. Et Emmanuel Mun, c'est voilà, c'est et aussi un garçon que j'estime beaucoup, qui est Luc Besson, voilà, qui m'a fait beaucoup de bien à un moment donné, à quelle occasion? C'est-à-dire qu'après MR73, j'ai pris tellement de critiques dégueulasses que j'ai voulu arrêter ce métier. Carrément. J'ai appelé Luc, et je lui ai dit, voilà, Luc, on se connaît pas, on s'est croisés une fois, et il m'a dit, viens me voir, on a déjeuné en tête à tête. Et il m'a dit un très joli truc, il m'a dit, tu sais, la foudre, elle tombe toujours sur l'arbre qui dépasse la forêt. Et il m'a dit, et toi, en ce moment, tu dépasses un peu la forêt, donc c'est normal. Quels sont aujourd'hui les souvenirs qui t'encombrent, Olivier? Encore une fois, je te dis, l'écriture me débarrasse de tout ça. C'est-à-dire, les souvenirs, j'en ai plein, mais j'ai pas envie de m'encombrer avec, justement. Parce que si je commence à m'encombrer avec, après, ça provoque l'alcool, ça provoque les souvenirs qui m'encombrent, c'est tout ce que j'ai été, l'adolescent mal dans sa peau, mes souvenirs, les trucs personnels dont j'ai pas envie de parler, mais qui sont pas glauques, mais qui restent personnels, voilà. Et puis toute ma vie chez les flics, quoi. C'est-à-dire tout ce que j'ai vu, quoi. En fait, la vermine, comme disait Malraux, l'homme est la vermine de l'humanité, quoi. C'est du monde. L'homme est la vermine du monde, je crois. Voilà. C'est tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. En fait, je crois que j'ai entrevu très jeune tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à 20 ans, à 22, 25 ans, j'étais conscient que le monde de demain allait être parce qu'on était, la jeunesse peut-être me donnait l'insouciance, mais il n'y avait pas cette sauvagerie, cette violence. Il y avait de la violence, mais elle a toujours été présente dans toutes les sociétés. Mais là, on est dans la barbarie totale. Et en fait, nous,
Déjà, on savait que ça allait arriver. Personne nous a écoutés. Là, quand je vois tous les guignols là, qui parlent en cravate autour des ABFM et puis ça arrive. Alors ça parle, ça pour tchatcher, on est bien. Ça chatte, il faut que. Moi, je dis qu'on est le pays des il faut que, d'il faudrait que. Tu vois, c'est il faudrait que, il faut que. Ouais, mais mec, fais quoi. Parce que tu vois, à un moment donné, on est au fond du précipice quoi. Parce que là, on y est. Faut juste remonter là avant que la chasse elle soit tirée et puis qu'on parte quoi. Voilà. Et malgré tout, tu as fait des enfants, ça veut dire que tu y crois alors? Mais j'ai fait des enfants parce que j'ai fait des enfants avec Catherine parce que la famille m'a toujours rassuré. Moi, je me suis battu. Si j'ai continué à travailler, c'est parce que j'avais des enfants. J'aurais pas eu d'enfants, moi j'aurais fini, je serais mort déjà depuis longtemps. D'alcool, de tristesse, de chagrin, de désespoir, de plein de choses, sans forcer le trait en jouant le poète maudit et tout ça. C'est pas mon truc, moi. Mais je suis sincèrement, aujourd'hui, je suis sincèrement dévasté par le genre humain. Tu sais que je ne regarde aucun JT, je ne lis aucun journal. Je me suis depuis 3 mois et je vais très bien. Alors évidemment, mes oreilles ne peuvent pas être insensibles à ce qui se dit autour de moi. Donc quand j'entends les autres parler, je me dis non mais c'est pas possible. Tout ce qui est arrivé là, j'étais pas au courant, tu vois, des derniers trucs là. Et mais je me force volontairement. Je lis beaucoup et je regarde beaucoup de films et j'écris. Voilà. Et tu crois pas que les jeunes générations, justement, toi qui as des enfants de plein d'âge, elles sont porteuses d'une nouvelle énergie? Tu crois pas en eux? T'as pas le sentiment non, mais porteuses d'une nouvelle énergie, ça est long, mais la lutte contre la sauvagerie, la barbarie, là, toute la violence, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent aux enfants? Ils sont bien élevés. Et aujourd'hui, bien élevé, c'est une tare. Ouais. Être poli, bien élevé et gentil, c'est un défaut. C'est pas un défaut, c'est-à-dire une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité. Voilà, je cherchais le terme. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, tu subis en fait les gens bien élevés qui obéissent au code déontologique et démocratique et laïque et public et tout. Aujourd'hui, les gens ont subi. Non, les gens honnêtes en fait, tout simplement. Les personnes honnêtes et bien élevées ont subi. Mais quand on est père de famille, comment vous faites avec Catherine pour justement armer vos enfants, puisque vous avez la main aussi sur ce qu'ils sont et sur on les a bien élevés, je pense. On veut qu'ils soient bien élevés puisque c'est les enfants polis, gentils et tout. Mais moi, je les préviens contre. Je leur parle tout le temps de ce que va être demain et sans être alarmiste. Hein, mais je leur dis voilà, j'aimerais pas avoir votre âge. Voilà, c'est ce que je leur dis. Voilà, ce qui vous attend, le pire arrive demain, quoi. Là, on est vraiment dans la déchéance totale, mais le pire est pour demain. Et ça, j'en suis persuadé. Voilà, c'est une belle émission ou pas? Ça va donner la pêche à tout le monde. Ouais, youpi! Voilà. Non, mais quand j'ai vu le personnage l'actrice Jeanne Gourceau dans Pax Massilia, j'ai pensé à Zoé tout de suite. Ah bon? Ouais. C'est gentil. Écoute, t'es la seule parce que moi, pas du tout. Mais... Toi, pas du tout? Non. Mais Jeanne, moi, je l'avais repérée dans une série Barbarians, c'est Netflix. Et je l'avais trouvée magnifique. Comme c'était une série qui se tournait en anglais, en italien, en allemand, en italien. Et j'ai vu qu'elle était, sur Wikipédia, j'ai vu qu'elle était franco-allemande et de père français. Et je dis, est-ce qu'elle parle français? On m'a dit ouais, avec un petit accent à la Romy Schneider. Et j'ai dit, c'est pas vrai. Et on s'est rencontrés. Et c'est surtout, tu sais, il faut tomber amoureux. Quand je dis ça aujourd'hui, c'est compliqué de dire ça. Parce qu'on peut plus rien dire. Donc, je fais attention à ce que je dis, mais Jeanne, je suis tombé amoureux d'elle, comme j'étais amoureux de Romy Schneider, de Marie Dubois, de Raquel Welch, de toutes ces actrices, mais j'ai pas pensé à Zoé. Ah, c'est marrant. C'est peut-être, alors, pour une fois, c'est moi qui me suis fait mon film, en fait. Non. Zoé, quand je pense à elle, tu vois, quand je la prends au overdose, je pense à elle précisément. Moi, je trouve qu'elle m'a complètement bluffé
dans le film qu'elle a fait pour Netflix avec Nassim là. Je l'ai trouvé, j'avais rien vu, elle m'avait rien montré. Et j'ai découvert le film et franchement, elle m'a ouais, j'ai dit, je sais que un tel talent à cet âge-là, une telle palette de jeux, et arriver à se mettre en danger comme ça, physiquement, de prendre 8 kilos, de s'amochir et tout, de trucs et de le montrer sur Insta, en plus de l'assumer, de l'assumer. Voilà, et je sais que, voilà, ça lui sert beaucoup parce que, heureusement, beaucoup de gens du métier ont remarqué le travail qu'elle a fait, et puis surtout, au niveau, émotionnelle, elle est extraordinaire, quoi. Absolument. Voilà. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre de Catherine et toi. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Non, mais ça veut dire que vous avez réussi cette fameuse transmission. On les a réussi, les 4, à chacun, ils ont tous leur personnalité. Après, elle a choisi ce métier, T'aurais préféré qu'elle lance dans la police? Non. Alors, tu sais, ma grande fille, Léa, qui est assistante vétérinaire, qui préfère être avec les animaux qu'avec les êtres humains, et Dieu sait si je peux la comprendre. Elle m'a dit, ouais, papa, j'aimerais bien, comme elle faisait de l'équitation et tout ça, mais elle m'a dit, papa, putain, ouais, j'aimerais bien rentrer dans la gendarmerie à cheval et tout, machin, tout ça. Et à un moment donné, elle m'a dit, j'aimerais bien être flic si j'y arrive pas et tout. Et j'ai eu cette réponse terrible. J'ai dit, tu sais quoi, je préférais que tu fasses pute. Wow. Mais c'était pour la choquer, quoi. Voilà. J'ai dit, tu vois, je veux pas que tu sois flic parce que Léa, je te connais, t'es hypersensible. Et tu vas t'en mettre une dans la tronche, au bout de 5-6 ans, toi, parce que je connais son hypersensibilité. Et quand tu connais tes enfants, tu te dois de leur interdire de faire ce métier. Après, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je pensais être fait pour ça, à travers le cinéma. Et moi, je suis hypersensible aussi. Alors, je suis resté 12 ans, mais je les paye encore, tu vois. J'ai 65 ans aujourd'hui. Mais t'as trouvé un moyen, justement. Oui, toi. mais parce que j'ai t'es vachement bien démerdé. J'écrivais tout ça, mais je le paye encore, en fait. Je le paye tout le temps. En fait, ce métier, tu le payes à vie, quoi. Mais c'est comme un mec qui a fait de la prison. Je vais pas comparer ce qui est pas comparable. Non, mais je comprends. Tu vois, ça te marque. Moi, je vois mes potes, tu vois, mes potes voyous et tout, qui ont fait de la tôle et tout, les mecs, ils ont pas les mêmes réflexes que tout le monde. Ils sont, tu sais, quand t'as vécu des trucs en fait, il y a que les flics et les voyous et les militaires au front. Je parle des militaires au front qui connaissent les mêmes choses, c'est-à-dire la même souffrance, à des degrés différents, évidemment. Souvent dans tes films, Olivier, il y a un personnage de femme qui est souvent plutôt mûr, comme une sorte de référent d'amour, d'humanité, assez régulièrement avec une espèce de dimension sacrificielle. Est-ce que c'est ton regard sur le sexe dit faible? Parce que c'est quand même des rendez-vous assez récurrents. En fait, on m'a toujours reproché de faire des films. Il y a une productrice, je sais plus qui a dit, de toute façon, Marshall, il pourra pas faire ce film, il est incapable de filmer les femmes. Alors que quand on voit MR73, qu'on voit même 36, les personnages féminins, qu'on voit Borderline, qu'on voit Les Lyonnais, qu'on voit la série Braco avec Pax Massilia, les personnages féminins, j'y fais autant attention qu'aux hommes. Il se trouve que le polar, malheureusement, la connerie, elle vient des hommes. Donc la violence, elle vient des hommes, rarement des femmes. D'ailleurs, tu les mets souvent à des postes de direction, les femmes. Oui, je les mets en tant que températrice, on va dire, de la connerie des hommes. Donc ça veut dire qu'elles sont évidemment un petit peu en retrait, mais demain on me demande de faire un film sur une femme flic, je serai le premier à vouloir faire ça. Sauf que moi,
j'ai peur de me tromper, c'est-à-dire d'écrire d'écrire un polar sur une femme flic. Parfois j'ai du mal à savoir à dialoguer les femmes parce que tu te sens pas femme, donc tu penses que ce serait pas approprié. J'ai un côté très féminin. Bah oui, moi j'adore les femmes et tout, mais parfois j'ai peur tu vois là, j'écris aussi. Tiens, j'ai oublié. J'ai commencé à écrire, à adapter un scénario qu'a écrit Simon Michael et Philippe Lefebvre sur l'histoire d'un flic homosexuel. Et en fait, voilà. Oui, mais j'ai écrit et je l'ai fait lire à un copain qui est homo et qui m'a dit, Olive, c'est vachement bien, putain. En tout cas, dans mes films, les femmes il y a jamais eu de vrai rôle de salope, quoi. C'est-à-dire que les femmes, elles sont toujours magnifiées dans mes films. Même, alors après, on dit que c'est des films d'hommes parce que, évidemment, encore une fois, les rôles d'hommes sont plus importants parce que c'est eux qui font les conneries. Mais, non, mais la connerie, elle vient des hommes, enfin. Voilà, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai fait une photo, par exemple, pour une campagne contre les violences faites aux femmes. Donc j'ai accepté parce que c'est normal et j'ai témoigné, il fallait faire un petit témoignage sur ça. Donc j'ai témoigné d'une affaire que j'avais faite quand j'étais flic et la première femme vraiment battue et agressée que j'avais 25 ans, ouais, c'était d'une violence absolue parce que elle voulait même pas déposer plainte, tu vois, et elle s'était fait ouvrir le visage avec un cutter à moquette. Donc elle était défigurée. Et moi je savais pas que la violence, d'abord que tu vois, j'étais naïf, j'arrivais de province et j'étais jeune flic et je ne savais pas que cette violence-là pouvait exister sur une femme. Et donc j'ai témoigné de ce truc-là et à la fin j'ai dit ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle voulait pas déposer plainte parce qu'elle avait peur, mais elle était encore amoureuse du mec qui lui avait fait ça. Et c'est ça qui m'a au-delà de l'horreur de l'atrocité de son visage, des blessures sur son visage, c'est et c'est nous qui l'avons obligé à déposer plainte. Enfin, j'ai vu mon chef de groupe qui avait de l'expérience, qui lui a dit, je vous ordonne, enfin, il l'a obligé à déposer plainte parce qu'elle était dans son état, franchement, c'était horrible. Et à la fin, j'ai conclu, j'ai dit oui, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est ça, c'est l'amour de cette femme qu'elle avait encore pour le mec qui lui avait fait ça. Et c'est là où les femmes sont belles. J'ai dit, et heureusement que vous êtes là parce que ça nous rend moins cons quand même, à certains. Voilà. Donc dans mes films, il y a des femmes pour que ça nous rende moins cons. Alors après, j'avais une phrase de Desproges, comme je t'ai dit. Pierre Desproges a sorti cette phrase, mais qu'on ne peut plus dire aujourd'hui parce que si elle est mal prise, alors que moi j'ai pris au bon sens. Il dit, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, il dit, et plus je connais les femmes, mais moi j'aime ma chienne. Donc, mais alors là on me dit, Olive, tu peux pas dire ça parce que ça veut dire que donc tu préfères les femmes sont des chiennes et tout. J'ai dit, mais non, c'est tout le contraire. Ça veut dire que le mec, plus il connaît les femmes, moins il aime sa chienne parce que il aime les femmes et que plus il connaît les hommes et plus il aime son chien parce mais que tu vois, c'est fou, faut que tu te justifies. Mais il faut que je me justifie de ça. De fou. Tu vois, alors que lui, à l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans. Mais bien sûr, mais parce que surtout, ça veut dire ce que je suis en train de dire, c'est que c'est juste une ode, une déclaration d'amour aux femmes. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, tu dis ça, chienne, femme, chienne, hop, et voilà, c'est terminé. C'est reparti, mon Donc kiki. c'est contre ça aussi que toi, t'as juste envie tu sais, Simone de Beauvoir disait, la mort nous paraît moins bien terrible quand on est fatigué. Et en fait, je suis fatigué de ce monde de trous du cul, quoi. Et de mecs qui analysent tout, chaque mot, chaque truc. Tu peux plus appeler quelqu'un chouchou, tu peux plus dire ma chérie à une femme, tu peux pas dire je me languis de te voir, putain, j'ai super hâte de te voir et tout. Ça veut dire aujourd'hui, je suis super content de te retrouver. Ça veut dire j'ai hyper envie de te baiser. Voilà. En gros, on en est là aujourd'hui.
quand est-ce que tu nous fais un film d'amour, Olivier, puisque l'amour, ou plutôt le manque d'amour, c'est souvent ce qui fait avancer tes personnages, ce qui les meurtrit et ce qui nous émeut. Alors, quand est-ce que tu franchis le pas ? Écoute, je suis en train d'adapter une pièce d'Anne Fanté, là, qui est en fait, c'est une histoire d'amour, mais de famille. C'est un week-end en famille. C'est un peu affreux, ça les méchants, mais à la mode John et Dan Fanté. Donc, je suis en train de finir l'adaptation. Mais ce ne sont que des déclarations d'amour, mais dans une famille de fous, d'écrivains, de scénaristes, d'acteurs ratés, alcooliques, et ce qui était la famille Fanté, hein. Ouais. Avec tout le cynisme et toute la cruauté, toute la violence, l'agressivité et en même temps la drôlerie des échanges et tout ça. Moi, je me régale à faire ça. Distrib idéal, c'est je voudrais Jeff Bridges pour faire le vieux. Je voudrais Catherine Zeta-Jones pour faire sa femme. Et après, je voudrais Mark Ruffalo, Bobby Cannavale et Maria Bello. Voilà. Et puis la petite de 18 ans, bon, il faut trouver une actrice. C'est un joli petit rôle. Enfin, c'est surtout voilà, mon casting idéal, il est là. Et en fait, si je le fais en France, je peux pas trop en parler parce que c'est compliqué par rapport à un acteur qui a des soucis en ce moment. Ok, on n'en parlera pas. Et tout, voilà. Donc, voilà. Mais donc, Marshall Outre-Atlantique, c'est 2024. Tu vas envahir les États-Unis. Tu débarques aux States. Non, je les ferai venir ici. Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Tu veux pas aller là-bas? Non, parce que j'ai peur, parce que je parle pas assez bien anglais. D'accord. Et j'avais rencontré Harvey Weinstein, avant les affaires, hein. Il m'avait proposé de faire un film, tu vois, j'ai refusé quand même des trucs. Il m'avait proposé de faire un film écrit par Mario Puzo, l'auteur du Parrain. Ouais. Et c'était avec De Niro, et il avait vu Les Lyonnais dans l'avion, et il cherchait un réalisateur français parce que l'histoire se passait entre l'État de New York, la Sicile et la France. Et c'est un tueur à gages qui éliminait tous les mecs pour la mafia, qui éliminait des témoins. Et l'histoire était vachement bien, j'ai pas eu les couilles, je lui ai dit non, quoi. Enfin, t'as pas eu les couilles de diriger De Niro? Ah non, je me suis pas vu, parce que je sais l'ambiance. Et puis, en fait, à l'époque, c'était après Les Lyonnais. Aujourd'hui, je dirais certainement oui. À l'époque, après Les Lyonnais, j'étais encore fragile. Et puis, c'était une période de ma vie personnelle assez compliquée. J'étais un peu à l'ouest, à vrai dire. J'étais pas très lucide, quoi, quant au lendemain. Qui arrivait. Mais tu vois, voilà, mais j'ai dit non à Ben Affleck, j'ai dit non à Bruce Willis, j'ai dit non. Ouais, Ben Affleck m'avait fait appeler mon agent pour faire un film. Ouais, j'ai eu peur parce que je parle pas bien anglais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en 2024, on arrête d'avoir peur et on y va, on fait des films d'amour? Si je les fais venir ici, oui. Si je les fais venir chez moi avec une équipe française, d'accord. Là, j'ai tourné, quand j'ai fait Overdose, il y avait Alberto Hamann, il y avait Carlos Bardem. Ouais, c'est vrai. Ils parlent pas un mot de français, sauf qu'ils étaient à la maison. Enfin, ils étaient avec mon équipe et moi, je parlais anglais. C'est-à-dire, parler anglais avec un Espagnol qui parle anglais, ça me va. Parler anglais avec De Niro, tu vois, tout d'un coup, je suis plus le même mec, ça veut dire. Et tu crois pas que vous avez un langage commun qui passe bien au-delà peut-être les yeux, puis la façon de travailler, c'est-à-dire que les mecs te voient travailler, puis les mecs qui, enfin, tu vois, avec Alberto Hamann, le mec, je l'avais vu dans Narcos, bon, il a un des rôles principaux, et moi, je cherchais j'ai dit, voilà, je lui ai d'abord écrit une lettre, parce que je l'avais remarqué dans Narcos, j'avais adoré ce mec-là. Et je l'avais vu aussi dans Cellule 211, où le film espagnol où il est génial dedans et tout, qui a eu plein les équivalents des Césars là-bas et tout. Et je lui ai écrit une lettre, voilà, qui a été traduite en espagnol. Le mec a répondu par son agent en disant qu'il avait vu mes films, il était ok, et je l'ai rencontré à Madrid. Et moi, je me chiais dessus. Je suis allé avec Patrice Sarat, qui est mon directeur de prod, qui est un mec super. On est allés tous les deux. Et Alberto nous avait donné rendez-vous dans son restaurant favori. Il est argentin, mais il vit à Madrid. C'est une star en Espagne, hein. Et il vit à Madrid. Et dans son restaurant, mais genre resto comme ceux que j'aime ici dans le 11e. Plein de petits restos, bar à vin, terrasse, soleil. Il était avec son agent qui était le sosie Gian Moro, mais espagnol, et une traductrice.
Et là, le mec se lève, j'arrive, et tu vois, il se lève déjà, il me prend dans ses bras, il me dit thank you for coming, tout, on s'assoit, qu'est-ce qu'on boit, bim. On a dû boire de 12h30 à 18h30. Ah oui, quand même. Le mec avait quand même il avait lu le scénario, il avait préparé 10 000 questions auxquelles j'ai répondu par l'intermédiaire. Il y avait des moments où je pouvais pas lui répondre parce qu'il avait tout travaillé, son personnage était un tueur, psychopathe, il m'avait demandé est-ce que le mec est psychopathe ou est-ce que le mec est sociopathe et tout, tu vois, c'était plein de questions comme ça. Et je dis Alberto, c'est un peu tôt là. Et ouais, on n'a même pas commencé les, tu vois. Je dis, on a rigolé et en fait on s'est trouvé, on s'est reniflé le cul et au bout du premier verre, on savait que ça allait coller. Puis à la fin, il m'a dit c'est bon. On se revoit à Paris. Et après, on a travaillé, quoi, le costume. C'est un mec, j'ai passé une journée entière sur son costume. Voilà, entière. Alors qu'en principe, les essais costumes, on fait 1 heure, 2 heures. Ouais. À l'américaine, quoi. Mais comme tu dis, on s'est trouvé. Et après, alors on s'envoie des petits textos de temps en temps. Mais la barrière de la langue m'empêche de l'appeler. S'il y avait pas la langue, parce que tu vois, je lui parlerais comme je te parle là, mais sauf que là, si je lui parle à Alberto, à Wario, il va me répondre, je vais rien comprendre au téléphone. Et là, en fait, sur le plateau, ça a été génial. Il y avait une traductrice géniale en plus et tout. Et on a fait des soirées ensemble jusqu'à 7h du mat à refaire le monde. Tout ce que t'aimes. Et tout ce que peut-être, pour conclure, la vie vaut d'être vécue, alors? Elle vaut d'être vécue avec des gens qui nous ressemblent. Voilà. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui me ressemblent pas. Et je suis pas un exemple, hein, mais je pense faire partie des gentils. Et les gentils, il y en a de moins en moins. Et voilà, c'est tout. C'est ça qui me fait chier, moi, en fait. On dit que c'est le mot de la fin? On dit que c'est le mot de la fin. Allez, vive les gentils. Vive les gentils. Et avec merci, plein de défauts. Olivier. Merci, Isabelle. C'était Isabelle d'Ombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.